Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une petite exploration des idées reçues sur la positivité, le bien-être. Oui, un sujet important. On s'est basé sur plusieurs documents, articles, extraits fournis, et l'objectif, c'est un peu de trier le vrai du faux, quoi. Exactement. Pour avoir une vision plus juste de la santé mentale. C'est ça. Les sources qu'on a lues, elles remettent pas mal en question l'idée d'une positivité constante ou ce que vraiment la pleine conscience. Et aussi l'accès aux soins, c'est un point qui revient. Tout à fait. Et d'emblée, il y a une idée forte qui ressort de tout ça. Le vrai bien-être, c'est pas forcément être heureux H24 tout le temps. Non, c'est plus nuancé. Ok, alors décortiquons ça. La première idée reçue, elle est très présente dans nos sources d'ailleurs. C'est celle qui dit que la pensée positive, ce serait une sorte de clé magique pour réussir. Ah oui, le fameux « pense positif et tout ira bien ». Voilà, et qu'il faudrait l'appliquer tout le temps, sans relâche. Qu'est-ce qu'en disent vraiment les textes qu'on a analysés? Est-ce que c'est réaliste? Alors, les textes nuancent très fortement cette vision. C'est assez clair. D'accord. Si, bien sûr, en état d'esprit positif, ça peut aider à persévérer, à affronter les difficultés. Oui, ça on le vaut bien. Les documents soulignent bien que ça ne remplace jamais l'action concrète, la planification. Donc pas juste une question d'état d'esprit. Non. Et même, ils disent que forcer la positivité, quand on est déconnecté de la réalité, ça peut devenir carrément contre-productif. Ah bon? Comment ça? On risque d'ignorer des signaux importants, des émotions qui essaient de nous dire quelque chose. Certaines sources parlent même d'une tyrannie de la positivité. Une tyrannie? Oui, qui peut nuire à l'authenticité en fait. On n'est plus soi-même. Je vois. Et ça nous amène directement au rôle des émotions dites négatives. C'est ça. Plusieurs articles insistaient là-dessus. Tout à fait. La tristesse, la colère, l'anxiété, loin d'être des ennemis à supprimer à tout prix. Ce qu'on a tendance à vouloir faire souvent. Exactement. Elles sont plutôt décrites comme des messagères, très utiles. Des messagères? Oui, elles signalent un besoin, une limite qui est atteinte, ou elles peuvent même motiver un changement nécessaire. Donc, les accueillir, les comprendre, c'est présenté comme fondamental pour la résilience. Et essayer de les ignorer, ça peut... Ça peut avoir des répercussions bien plus tard, oui. Ça revient, souvent, plus fort. D'ailleurs, il y a une technique concrète mentionnée dans un des textes, l'étiquetage des affects. Ah oui, l'affect labeling. C'est ça. Juste mettre un nom sur ce qu'on ressent. Tiens, là, je ressens de la frustration. Apparemment, ça aide à prendre un peu de distance. Oui, ça permet de dédramatiser un peu, de mieux gérer l'émotion sans se laisser submerger. C'est un outil simple, mais efficace. Ok. Donc, accepter les émotions, même les difficiles, ça nous conduit assez naturellement à la pleine conscience, non? Une autre pratique souvent mal comprise et aussi abordée dans nos sources. Effectivement. Le mythe, ce serait quoi? Que c'est réservé aux gens déjà hyper calmes ou qu'il faut absolument faire le vide dans sa tête. C'est exactement ça. Et c'est une conception erronée que les textes essaient vraiment de corriger. Alors, c'est quoi la réalité selon les sources? En réalité, la pleine conscience y est présentée comme une capacité accessible à tout le monde. Vraiment. Même si on est agité. Oui, même au milieu de l'agitation quotidienne, le but, ce n'est pas d'arrêter le flot des pensées. Ce qui est quasi impossible d'ailleurs. Ben oui, et souvent frustrant. Non, le but, c'est plutôt d'apprendre à observer ses pensées sans jugement. Un peu comme regarder passer des nuages. D'accord. Observer, pas supprimer. Voilà. C'est un entraînement à ramener son attention encore et encore, juste sur le moment présent, sur ce qui est là. Et il y a un exercice simple qui est proposé pour illustrer ça, non? Dans un document? Oui, la respiration consciente, très concret. C'est juste prendre un moment, inspirer par le nez, on compte 4 secondes dans sa tête, puis expirer par la bouche sur 6 temps. Et on répète ça 5 fois. En se concentrant juste sur les sensations de l'air qui entre, qui sort. C'est ça, un outil tout simple pour s'ancrer, tirer directement des lectures. Tout à fait. Et ça montre bien que ce n'est pas forcément compliqué. Parlons aussi rapidement de l'accès aux soins en santé mentale. C'est un autre mythe qui est évoqué. Oui, l'idée que c'est inaccessible, trop cher ou seulement pour les cas très graves. C'est tenace, ça. Très tenace. Or, les documents rappellent qu'il existe des dispositifs spécifiques. On mentionne l'aide psychologique pour les étudiants en France, par exemple. Oui. Ou même des applications gratuites qui peuvent aider. Mais surtout, ce sur quoi ils insistent, c'est que prendre soin de sa santé mentale, c'est l'affaire de tous. Pas juste quand on est en crise. Exactement. C'est de la prévention aussi. La santé mentale, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais plutôt la capacité à y faire face. D'accord. Et pour synthétiser un peu tout ça, il y a une analogie que j'ai trouvée assez parlante dans un des textes, Ah oui, celle du jardin intérieur. un jardin intérieur. Oui, notre vie émotionnelle est vue comme cyclique.
avec ses saisons. Il y a les printemps, les étés. L'épanouissement, l'énergie. Voilà. Et puis, il y a les automnes, les hivers, des temps d'introspection, de repos, parfois un peu plus sombres, mais tout aussi nécessaires pour se régénérer. C'est une belle image. Accepter ce rythme naturel. C'est crucial, oui. Et comme un bon jardinier, les sources suggèrent qu'on peut utiliser différents outils selon la saison, c'est ça? Exactement. On peut cultiver la gratitude pour, disons, arroser les émotions positives. On peut utiliser des techniques comme l'étiquetage des affects pour désherber un peu, pour gérer sainement les difficultés. Oui. Et puis protéger son jardin, son espace intérieur, grâce à la pleine conscience, au soutien social ou à une aide pro si besoin. C'est très concret comme approche. Oui, ça donne des pistes d'action. Bon, alors, en somme, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration des sources? Le bien-être durable, finalement, ça ne semble pas être cette positivité forcée à tout prix. Non, c'est plutôt un équilibre. Un équilibre dynamique. C'est accepter toute la palette des émotions humaines. Oui, toutes. Et comprendre que notre fameux jardin intérieur a besoin de toutes ces saisons pour vraiment s'épanouir sur le long terme. Tout à fait. Si on accepte ces saisons émotionnelles, comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux identifier celles qu'on est en train de traverser, là maintenant? Ah oui, bonne question. Et plutôt que de lutter pour rester en été permanent, comment on adapte nos attentes, nos actions pour accompagner au mieux chaque phase, y compris les hivers, qui sont indispensables au repos et à la croissance future. C'est une excellente réflexion. Comment, au fond, intégrer cette image du jardin au quotidien et choisir consciemment les bons outils pour prendre soin de soi, quelle que soit la saison émotionnelle qu'on traverse? Voilà, une piste à creuser.